On peut distinguer les douleurs à ventre plat et la douleur avec météorisme. Lorsque l'abdomen est plat, le problème diffère selon qu'il existe ou non une fièvre, qui orientera alors vers un problème pulmonaire, qu'il soit pleural ou parenchymateux. Le problème peut aussi être rénal, de type pyélonéphrite ou lithiase, ou même encore une appendicite. En ce qui concerne cette dernière hypothèse, il serait souhaitable d'opérer le jeune myopathe au moindre doute, car les interventions à l'âge adulte sont plus aléatoires. Lorsque la fièvre est absente, on identifiera le rythme des douleurs s'il existe. Les douleurs peuvent être rythmées soit par les repas, évoquant gastrite ou ulcère, soit par les mixions, orientant vers un reflux ou un syndrome de jonction. En fait, tout peut exister. Par contre, si la douleur ne suit aucun rythme précis, la cause est souvent un début de décompensation cardiaque avec le plus souvent des signes gauche et droit intriqués. On peut trouver pêle-mêle un souffle récent, un galop ou encore un édème subaigu au poumon. Souvent un gros foie douloureux. Plus rarement une prise de poids ou des œdèmes des membres inférieurs. Bien entendu, le diagnostic sera précisé par l'électrocardiogramme, les intervalles systoliques et l'échographie cardiaque. Le traitement sera classique. Lorsqu'il existe un météorisme abdominal, il peut être majoré le matin, traduisant souvent une aérogastrie et une aérocolie liées à la ventilation nocturne. Ces éléments pourront souvent être évités en modifiant la position du sommeil et en recherchant par exemple une flexion de la tête ou une position couchée sur le côté. Par ailleurs, la ceinture abdominale portée la nuit et les antiflatulents ont un rôle préventif important. Si la distension est majeure, elle pourra être évacuée par une sonde gastrique ou mieux rectale. Lorsque le météorisme est constant, il peut traduire la présence d'un fécalome qui s'accompagne souvent d'une alternance de constipation et de diarrhée avec fuite. Dans ce cas, à la palpation, l'abdomen est encombré et on repère souvent une masse dure et mobile. Le premier traitement, préventif et curatif, est le massage abdominal régulier. Bien entendu, l'hygiène de vie joue un grand rôle de prévention. Il faut par exemple procéder à une présentation quotidienne et toujours à la même heure aux toilettes. Il faut verticaliser. La verticalisation sera fréquente et courte pour être tolérée. Il est nécessaire de veiller à une absorption d'eau en quantité importante, répartie dans la journée. Enfin, on peut utiliser en alternance des laxatifs légers. Par contre, si le fécalome est constitué et si une cure de mannitol-lactulose associée à quelques médicaments ne peut l'évacuer, il est prudent d'hospitaliser afin de provoquer une évacuation majeure, éventuellement par perfusion rectale. La fatigue est un motif de consultation plus inquiétant qu'il ne pourrait y paraître au premier abord. En effet, elle est souvent l'arbre qui cache la forêt, et on orientera différemment les investigations selon que cette fatigue est plus marquée à l'effort, qu'elle est permanente ou majorée le matin au réveil. Lorsque la fatigue d'effort apparaît trop facilement chez les sujets myopathes quelques heures après le lever, et que cette fatigue est aggravée par la verticalisation et les bains chauds, il convient de procéder à une vérification cardiaque approfondie. La fatigue permanente, si elle s'accompagne de fièvre, peut signer tout problème chronique, dont la tuberculose. Apyrétique, elle fera rechercher un fécalome ou un amaigrissement, dont elle peut être la cause ou la conséquence, mais avec lequel elle entre en cercle vicieux infernal. Le problème de la fatigue-amaigrissement est d'abord d'en cerner les causes, qui peuvent être une pathologie récente, comme une convalescence d'intervention ou de bronchite, une chute de capacité vitale, une diarrhée infectieuse ou une dépression. Il faut faire ensuite un état des lieux précis, par une enquête diététique minutieuse, qui évaluera la quantité, la qualité, la consistance de chaque repas et le nombre de repas dans la journée.
Existe-t-il une hydratation suffisante? Ou le sujet limite-t-il les apports pour éviter de déranger, aussi bien en demandant à boire qu'en demandant à uriner? Ces carences d'apports peuvent être dues à un problème de déglutition ou de mastication difficile. Le sujet peut avoir des difficultés majeures pour porter les aliments à sa bouche, surtout s'il est mal installé et s'il fait froid. Enfin, l'appétit peut avoir totalement disparu, soit à l'occasion d'une pathologie, soit d'un épisode dépressif, soit encore par habitude de ne plus manger. Le traitement sera étiologique si la cause est accessible. Il sera de toute façon symptomatique. On peut fractionner et multiplier les repas et les boissons, couper fin et mixer les aliments solides. Seul un soutien relationnel constant peut aider le sujet à reprendre goût à la vie et à la nourriture. En plus des supplémentations caloriques et vitaminiques du commerce, il faut réinventer des recettes énergétiques pour qu'il retrouve l'appétit perdu, comme par exemple le lait de poule qui a fait ses preuves depuis longtemps. On peut également favoriser le nombre d'absorptions liquidiennes en installant des boissons équipées d'une paille sur le fauteuil lui-même. La fatigue du matin. Elle est parfois d'origine respiratoire. Le diagnostic sera évoqué sur l'agitation du sommeil, la transpiration nocturne ou sur le mouvement de tirage de la tête à chaque inspiration. La difficulté de souffler une flamme à 1 mètre évoque également le déficit respiratoire. Ce déficit sera confirmé par l'exploration fonctionnelle respiratoire et l'étude des gaz du sang nocturne. Le traitement sera d'abord la mise en place d'une ventilation adaptée. La fatigue du matin peut être liée à un syndrome douloureux général ou local, entraînant parfois des réveils nocturnes fréquents. Enfin, cette fatigue matinale peut être liée à une dépression réelle. Celle-ci résulte en grande partie de l'absence totale de projets de vie réalisables. Mais la vie en centre est une solution sûre que les jeunes ont beaucoup de mal à quitter par crainte des risques médicaux, par crainte de la solitude, par manque évident d'autonomie que le plus souvent on n'a pas su ou pas pu leur donner. Lorsqu'un jeune a, malgré les difficultés, pu construire un projet de vie, la réalisation en reste extrêmement aléatoire, faute de structures adaptées. Après 6 ans de vie en centre, Rodolphe est une heureuse exception qui a réussi à aller vivre en dehors, dans une structure adaptée à ses problèmes. Mais cela n'a pas été facile. J'ai eu beaucoup de chance, je le reconnais. Et l'avantage de vivre avec quelqu'un, c'est qu'on ne rencontre pas le problème de la solitude, quoi. Parce que je vis avec une autre personne, donc une femme, enfin une fille handicapée, donc, qui a à peu près la même maladie que moi, elle est Wernicke-Hoffmann. Et d'ailleurs, c'est un peu grâce à elle que j'ai pu partir si vite du bracelet. Parce que bon, je m'étais inscrit en 10 villages sur une liste d'attente. J'étais à peu près la 70e personne à être inscrite. Il n'y avait aucun espoir que je rentre tout de suite. Même dans 5 ans, je sais que j'aurais pas eu ma place.